Salutations tout le monde et bienvenue pour un nouveau sujet VF. Oui, vous en avez deux dans le mois et j'espère que ça vous fait plaisir parce qu'aujourd'hui, après avoir attaqué Sword Art Online la dernière fois, on attaque une autre grosse série qui est dans son prime en ce moment, hein, autant dire les termes, même si sa saison 3 viendra de se terminer il n'y a pas si longtemps que ça. Évidemment, vous en doutez, titre et miniature vous spoil d'avance de quoi on parle aujourd'hui. On parle d'Oshinoko. Oui, le doublage d'Oshinoko fait partie de ces doublages qu'on attendait depuis belle lurette parce que c'est méga connu et parce que d'ailleurs on attend toujours et j'appelle à l'aide les éditeurs que ce soit All The Anime ou évidemment ADN ou encore Crunchyroll, allons-y, hein, pourquoi pas, faisons un appel général, hein, sortez Oshinoko en Blu-ray. Il est enregistré chez Timeline Factory, donc déjà niveau signe de qualité. Déjà on y est, voilà, même si ces dernières années Timeline Factory ils ont tendance à faire de temps en temps des VF un peu mi-figue mi-raisin, mais là pour le coup Oshinoko je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, très sincèrement, et la direction artistique a été confiée à Jessie Lambotte, et ça c'est bien, c'est très bien, voilà, rien de plus à ajouter, studio de légende, et par conséquent du coup vous l'aurez capté, doublage français, bien sûr, pas doublage belge, hein. Il était clair qu'il fallait un doublage d'exception. Attention, nuance, pas que les doublages belges soient moins bien, hein, attention. Mais il fallait un doublage XXXXXL pour Oshinoko. J'avais complètement oublié Jessie Lambotte, voilà. Profitez bien de son visage, remerciez-la comme il se doit, parce qu'elle a fait un sacré boulot en termes de DA. C'est une mauvaise habitude, j'oublie toujours que je mets la photo du DA quand c'est possible, donc elle est là, Jessie Lambotte. Alors si vous le voulez bien, on va commencer par Ai, bien sûr, Ai Oshino, bien sûr, hein, la mère des deux loustiques. Alors on pense à Quoi et Ruby, bien sûr, mais en premier, tu dis Oshinoko, c'est évidemment Ai, l'étoile, celle qui fait vriller les cœurs, avec ses deux étoiles dans les yeux, son ton typique, qu'on attendait au tournant en animé. C'est clair, tout le monde s'en doutait qu'en animé, il fallait mettre quelqu'un d'exceptionnel. En VO, c'est Rie Takahashi. Et je pense que c'était le meilleur choix possible pour Oshinoko. Sincèrement, elle propose, j'en cherche mes mots, elle propose une performance tout simplement stratosphérique, titanesque, exceptionnelle. Tous les adjectifs sont bons pour exprimer à quel point son interprétation de Ai est transcendante. C'est incroyable ce qu'elle a fait de A à Z, de sa première apparition à sa mort. Je suis désolé, mais à un moment donné, Oshinoko, tout le monde sait que à la fin du premier épisode, Ai meurt. Qui a été casté sur ce que Ai, bien sûr, la voilà. J'en oubliais parce que je suis tellement à fond dedans, j'en oubliais de mettre la photo de Ai, bien sûr. Qui a eu énormissime tâche de passer derrière Rie Takahashi en VF. Eh bien, c'est Mari Facundo qui a été jetée dans le bol, en mode, bon, voilà, tu passes derrière, ça, bonne chance. Et soyons sincères, Mari Facundo fait une très bonne Ai. Elle n'est, et ça c'est évident pour tout le monde, pas du tout supérieure à Rie Takahashi. La performance est tellement stratosphérique sur la VO qu'il est évident que Mari Facundo ne dépasse pas la VO. Par contre, elle est à applaudir. Parce que je trouve que, globalement, sur l'épisode 1, et dans tout ce qui s'en suivra, sur les flashbacks, et même si c'est vrai que Ai réapparaît très peu de fois après, mais on se doit d'applaudir l'interprétation parce qu'elle est vraiment très, très convaincante en VF. Franchement, j'applaudis la performance. Je suis désolée. Je crois que c'est la fin. Et toi, ça va? Rassure-moi, tu n'es pas blessée à quoi? J'ai rien. On va devoir annuler notre concert au Dôme. J'en risque d'être sacrément déçue. J'avais aussi un nouveau tournage prévu dans les prochains jours. Vous m'excuserez auprès du réalisateur. Ah! C'était quoi tout ça? Je comprends pas ce qui se passe de votre côté. Reste où t'es, Ruby. Mais je veux savoir ce qui se passe! Ruby. Ton spectacle de danse m'a vraiment bluffé. Je t'ai trouvé géniale. Tu es pleine de talent. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour percer. Je serais pas étonnée que tu deviennes une idole à ton tour. En
On aurait pu monter sur scène ensemble, toi et moi. On se serait bien amusé, pas vrai? Toi, quoi, tu deviendras acteur. Mes deux petits, je me demande à quoi vous ressemblerez adulte. Oh, ou avec votre cartable sur le dos. J'aurais voulu voir ça. Et assister aux réunions parents-prof. Tout le monde se serait exclamé « Qu'est-ce qu'elle est jeune !» Je regrette de ne pas pouvoir rester auprès de vous deux. De ne jamais vous voir grandir. Je suis consciente de ne pas avoir été une très bonne maman. Mais en tout cas, sachez que je me réjouis de vous avoir mis au monde. Et il y a autre chose. Quelque chose d'important. Ruby. À quoi? Je vous aime. J'ai réussi. Désolée. Pardon de ne pas l'avoir dit plus tôt. Quel bonheur. La question ne se pose pas cette fois-ci. Ce n'est pas un mensonge. Aïe. Aïe. Ensuite, bien sûr, on va commencer par le fils. Aqua Oshino, bien sûr. Je vais pas faire de compario avec la VO, parce qu'en vrai, j'ai pas tous les noms des comédiens en tête, donc excusez-moi. En VO, je sais, ce sont tous des comédiens méga, giga connus, de toute façon, c'est évident, hein, ce sont des méga stars au Japon. Non, on va rester concentré sur le comédien français. Et c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est, je trouve, hein, ces 2-3 dernières années, une étoile montante dans le doublage France, qui avant d'arriver sur Oshinoko, a été sur une autre œuvre d'Aka Akasaka. Et ça, je trouve la coïncidence vraiment très, très marrante. Et c'est génial. En vrai, pour lui, je trouve ça... Je pense pas que ce soit fait exprès, mais je trouve ça incroyable. Et c'est Martin Fallu, et pas Martin Fallius, hein, faut pas me confondre. A priori, tout le monde confondait jusqu'à maintenant, et c'est bien marqué Martin Fallu dans les cartons, qu'on se corrige bien, hein, parce que s'il y a pu y avoir des erreurs par le passé, on se corrige maintenant. Martin Fallu, que vous avez certainement découvert, alors il doublait certainement des choses avant, pour être le remplaçant de Enzo Razzito sur Tanjiro de Demon Slayer depuis la saison 3. Mais, du coup j'en parlais à l'instant, il est aussi Miyuki Shirogane de Kaguya-sama. Eh ouais, il est Shirogane de la VF de Kaguya-sama. Donc, il est... En plus d'Aqua, qui est autant dire le personnage masculin principal d'Oshinoko, sur 2 personnages principaux de 2 œuvres différentes d'Aka Akasaka. C'est génial! C'est génial en vrai! Il y a quelques scènes un poil, je dis bien un poil, en dessous de la VO, parce que je pense par exemple à la saison 2 à Tokyo Blade, voilà, ça me rappelle cette scène-là en particulier, c'est celle-là que j'ai choisie d'ailleurs pour le passage, où la VO est clairement supérieure, où le comédien VO joue vraiment la tristesse, la colère, la douleur de Aqua d'être sur scène et de jouer cette pièce tout en pensant à Ai. Et malheureusement, je trouve qu'il y a très très peu de moments, c'est vraiment juste ce passage-là qui m'a dérangé en VF. L'interprétation, elle est pas mauvaise, mais il manque ce côté... Tu vois, il est bouleversé à quoi? Il est vraiment... Il est... comment dire? Il souffre. Il souffre d'être sur scène en fait. À quoi? C'est quelqu'un qui souffre intérieurement, tu vois, constamment, tous les jours, matin, midi, soir, 24 heures sur 24, c'est un mec qui se tourmente tout seul. Il a bien des raisons de se tourmenter, bien évidemment, parce qu'il cherche l'assassin de Ai constamment. Après, il change un petit peu, fin de saison 2, machin, et il lui arrive des dingueries, mais je vous les fais pas, je vous spoil pas, je suis pas là pour ça. Mais à vous de suivre Oshinoko, bien sûr. Mais voilà, globalement, tout le monde sait ce qui se passe dans la série. Et Martin Fallu joue très très bien le Aqua qu'on lui demande d'être. Aïe. Aïe. Aïe.
Kurikawa, dégage de mon chemin! Kanaharima, Akane Kurokawa, vous n'êtes qu'un tremplin, les premières marches qui me permettront un jour d'atteindre le sommet! Tout le reste est sans importance. Jouer, c'est tout ce qui compte. C'est ça ma vengeance! Après le grand frère, la petite sœur, bien sûr. Ruby. Alors Ruby, c'est le total opposé de son frère. C'est très logique, toujours joyeuse et tout. Et puis, amour de l'histoire, bien entendu. Vous avez vu jusqu'à la fin de la saison 2. Il y a un vrillage total du personnage. C'est-à-dire qu'on quitte la Ruby insouciante, la Ruby qui voit tout avec un œil un peu fermé, tu vois, genre le monde il est beau, il y a des petits éléphants roses, le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il n'y a pas de problème, alors que le monde du showbiz c'est pas du tout ça, et elle en prend conscience pour bien des raisons, et je trouve que le personnage change diamétralement d'interprétation, et la VO le fait parfaitement, même encore maintenant, je vous spoil, la saison 3 est toujours en cours de diffusion au moment où je tourne ce sujet VF, et donc c'est Coralie Tuillier qui a été choisie en VF. Et en vrai, j'ai pas grand chose à dire à son interprétation, hein. Elle joue bien la Ruby extravertie, toujours joyeuse de la saison 1. Je me rappelle plus trop quelle est son interprétation fin de saison 2 quand il faut changer. Mais il manque peut-être, à la limite, le côté un peu manipulatrice. Parce que Ruby, dès qu'elle change, hein, donc qu'elle n'a plus ce seul œil tel que vous voyez sur la photo là, vous voyez, elle a son œil gauche avec une seule étoile, puis elle se retrouve avec les deux yeux avec les étoiles noires. Voilà, je vous le disais, son changement de tempérament, son changement total de comportement, et du coup, elle est terrifiante. Vraiment, elle est terrifiante. Et peut-être qu'à la limite, Coralie Tuillier ne la joue pas suffisamment terrifiante. Voilà, il manque ce côté terrifiant. Dans la voix VO, il y a même quelque chose de terrifiant. Voilà, que ce soit dans son regard, tu sais pas. Tu sais pas ce qu'elle pense quand elle te regarde, en fait. Dans ce comportement-là, avec ces deux étoiles noires dans les yeux, tu sais pas si elle te parle sincèrement, si elle te ment, si elle va pas simplement attraper un couteau qu'elle a dans sa poche et qu'elle va te le planter dans la jugulaire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, en fait. Ruby est quelqu'un de très imprévisible. En tout cas, Jessie Lambotte a fait un très très bon choix, et on peut qu'applaudir d'avoir mis Coralie Tuillier au micro pour ce personnage. Il y avait 2 meurtriers. Ils ont privé maman de son avenir alors qu'elle n'avait que 20 ans. Et ils ont laissé le docteur pourrir tout seul pendant 16 ans dans ce trou sombre et humide. Ils m'ont pris les 2 êtres qui comptaient le plus pour moi. Et l'une de ces ordures est toujours en liberté. Je peux pas l'accepter. Peu importe ce que ça me coûtera, je jure de le retrouver. Et quand je l'aurai en face de moi, ce jour-là, je le tuerai de mes propres mains. Allez, on arrive tranquillement sur la fin. Je vais essayer d'être un peu plus bref, hein, m'en voulez pas s'il vous plaît. En vrai, je vais aller plus rapide sur ce personnage-là. Akane qui nous montre de très belles choses dans la série, hein, qui au début est très renfermée sur elle-même, qui est une actrice qui ne sait pas vers quoi se diriger, qui est clairement en retrait, notamment sur la télé-réalité, hein, avec laquelle partage Aqua et même Show et tous les autres participants. Après, il y a un tournant, bien sûr, où il lui arrive une vraie dinguerie et tout le monde s'en prend à elle sur les réseaux sociaux, qui, d'ailleurs, relate des faits réels, faut le savoir, hein, ça a suffisamment tourné sur les réseaux, je remets pas une épine là-dedans, mais il faut savoir que le pseudo-suicide d'Akane est quelque chose qui s'est vraiment passé dans la vraie vie. En tout cas, Kasaka, ce serait basé sur des faits réels. Et après, le personnage change complètement. C'est quelqu'un de très intelligent, Akane. En fait, c'est pas compliqué, il y a même plusieurs vidéos qui en parlent, et ils ont tous raison sur un point. Akane, c'est tout.
sur l'histoire. Elle sait tout sur Ai. Je veux dire, elle joue Ai tellement bien que Aqua la confond avec Ai. Elle a décortiqué la vie de Ai dans ses moindres recoins. Elle sait même que Ai a très probablement des enfants. Et elle en doute même que Aqua et Ruby soient les enfants de Ai. Elle a une intelligence tellement puissante qu'elle a découvert toute l'histoire avant même Aqua. Après, son interprétation, c'est encore autre chose. Et je trouve que ce soit en VO ou en VF, c'est la même chose. Honnêtement, c'est très bien dans les deux. Et en VF, on a choisi Clara Kilishini, qui est Megumin de Konosuba, que je trouvais carton rouge sur Konosuba, très sincèrement. Je lui en parlais dans un sujet VF précédent, où je trouvais que sur les débuts de Konosuba, ça n'allait pas du tout avec Clara Kilishini, et que de fil en aiguille, ça allait mieux. Et très sincèrement, quand j'ai vu que c'était Clara Kilishini sur Akane, j'ai été surpris, mais dans le bon sens du terme. C'est que l'interprétation était tellement parfaite du premier coup que j'ai pas eu besoin de me dire il y a eu besoin d'un temps d'adaptation sur ce personnage, il a fallu quelques épisodes, ça fait déjà 2 saisons, bientôt 3 qu'elle est sur Akane et il a fallu un temps d'adaptation. Pas du tout. Dès sa première apparition, ça a été un perfect sur Akane. Franchement, je pense pas avoir plus à dire que ça. C'est un perfect à tous les niveaux sur ce personnage-là. Elle se l'est approprié et la direction, très probablement aussi de Jessie Lambotte, y est pour quelque chose. Elle l'a très probablement très bien dirigé sur le personnage et elle se l'est approprié du premier coup. Et c'est tout ce qu'on demande. Bah quoi? T'en fais une tête? On dirait que t'as vu un fantôme. Non. C'est bon de te revoir. Salut tout le monde. Pardon d'avoir disparu comme ça. On t'attendait de pied ferme. Tu nous as manqué. On va s'amuser à fond, ok? Ouais. C'est cool de voir que tu as retrouvé le sourire. Mais est-ce que ça va pour de vrai? Comment ça? Bah, après ce qui s'est passé... C'est vrai que je me suis fait descendre comme jamais. J'ai l'impression d'avoir sérieusement dérapé. Mais ce genre d'histoire, ça arrive tout le temps. C'est drôle, on dirait que t'es plus la même qu'avant. Alors t'aimes pas la nouvelle Akane? Elle te gêne? Eh, dis à quoi? Et si on traînait ensemble aujourd'hui? Oui. En un instant, elle les a captivés. Les candidats, l'équipe, même les caméramans. Elle dégageait un tel charisme que les regards étaient rivés sur elle. Ce magnétisme qui caractérisait Ai, on le retrouvait chez Akane. Tu sais, j'ai entendu pour la vidéo. À ce qui paraît, t'es resté debout plusieurs jours d'affilée pour la terminer. Elle m'a fait super plaisir. Merci beaucoup, Aqua. Allez, on arrive sur la fin, messieurs, dames. Et il nous en manque une. Eh ouais, elle est où depuis tout à l'heure, là la bestise de... Alors, je pourrais parler de Même Show. On en parle tout à l'heure de Même Show. C'est promis, c'est dans les voies supplémentaires. Non, il nous manque un membre de Bikomachi. En dehors de Même Show, bien sûr. Kana. Bien sûr, évidemment, vous en doutez. Alors, pas la Kana enfant, parce qu'en vrai, j'aurais pu aussi compter là-dedans les voix enfants des personnages. Par exemple, Estelle Darazi qui jouait Aqua petit. Voilà, dans les premiers épisodes, dans le premier épisode, pardon, lapsus. Dans le premier épisode, c'est vrai que je pourrais parler aussi de la voix de Kana dans l'épisode 1. Voilà. Non, je me contente de vraiment parler de sa voix globale de la série. C'est minimiser le travail des comédiens choisis sur l'épisode 1, j'en suis navré, c'est vrai. J'ai mentionné Estelle Darazi, par exemple, qui joue effectivement Aqua sur l'épisode 1 quand il est enfant, quand il a 6 ans. Voilà. Quand il a entre 2 et 6 ans, grosso modo. Hein, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas noté la comédienne qui était sur Kana sur l'épisode 1. Par contre, qui est sur la série globalement, sur tous les épisodes, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien depuis très longtemps. C'est Kelly Maro. Qui est Kelly Maro, tu vas me demander. Et là, je vais te regarder droit dans les yeux et je vais avoir envie de te taper. Kelly Maro. Sincèrement, tu vas me regarder dans les yeux et tu vas me dire tu connais pas Kelly Maro? Si je te dis Nami de One Piece. Ah. Et tu vas me dire laquelle? Parce que bien sûr que Nami a plusieurs voix. La deuxième voix de Nami. Le doublage France. Et voilà, on la retrouve sur Kana et je trouve que c'est un choix exceptionnel. L'interprétation qu'elle a de Kana, je trouve qu'elle est très différente de la VO par contre.
Vraiment très différente. La VO a une voix, dans la VO, pardon, excusez-moi du lapsus, encore une fois, je vais y arriver à placer mes mots, hein. Elle a une voix un peu agaçante, en fait, Kana. Elle joue la fille un peu désintéressée, un peu clairement qui gueule sur Aqua H24 parce que elle a un crush sur Aqua, hein, tout simplement, hein, voilà. Et du coup, elle a cette voix un peu casse-couille en VO, en fait. T'as envie de lui dire, mais tu vas la fermer, tu nous casses les oreilles, en fait, là. Alors, elle a une voix tout aussi belle quand elle chante, parce qu'elle finit par être la chanteuse principale de Bikomachi, parce que clairement elle chante mieux que Memcho, encore que Ruby, c'est clair. Et du coup, par conséquent, en VO, ils ont dû choisir une comédienne qui savait chanter. De toute façon, au Japon, les seiyuu sont multitâches, hein. Elles chantent, elles dansent, elles font du doublage, elles font tout en même temps, donc voilà. En même temps, on doit pouvoir faire plusieurs métiers en même temps. C'est compliqué le Japon. Et Kelly Maro fait très très largement le taf 95% du temps. En tout cas, je suis très content de la trouver sur ce personnage, malgré que le timbre de voix soit complètement, mais alors complètement différent de la VO. Ça c'est clair et certain, hein. Ça c'est clair et net. Le timbre de voix, il a rien à voir entre les deux comédiennes. J'arrive pas à croire qu'il m'ait cerné aussi rapidement. Je crois que je commence à bien l'aimer finalement, ce Pilleyon. Dis, tu serais pas un de mes fans par hasard? Gagné! Mais non, t'es sérieux? Tu parles d'une surprise. Je savais pas que j'en avais encore. D'ailleurs, j'ai jamais déclaré publiquement que je détestais les poivrons. C'est du beau travail de déduction. Je suis comme toi, moi aussi je déteste ça. T'es dans mon camp? Oui, je trouve que ça a un goût beaucoup trop prononcé. Quand il y en a dans un plat, je ne sens que ça. Mais carrément! À l'époque, je peux te dire que j'en ai mangé des poivrons pour la gymnastique. Berk, tu vois, rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Ah oui, t'es traumatisé. Je déteste aussi le shungiku. Oui, tout pareil. Presque autant que les poivrons d'ailleurs. C'est bien trop Tiens. amer, je trouve. C'est sympa d'avoir une conversation normale. C'est devenu tellement rare ces derniers temps. Tout bien réfléchi, je me verrais bien tomber amoureuse de lui. Je pourrais me laisser charmer par Pilleyon et ses gros muscles et oublier à quoi, qui sait. En plus, il brasse des millions. Ouais, ça pourrait grave le faire. Et on va finir du coup, si vous le voulez bien, sur les voix supplémentaires. On va aller très très vite. J'en ai choisi 4 et j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Mais en vrai, c'était des personnages qui m'ont marqué dans la série et qui continueront à me marquer par la suite, hein, bien sûr. Memcho par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Hop là, petite photo de Memcho, bien sûr, on en profite. Memcho qui nous ment sur son âge. Elle n'a pas 18 ans, elle en a 24. Voilà. Presque 25, presque 26 d'ailleurs, je crois. Ouais, je sais, je remue le couteau dans la plaie, j'ai cet âge-là, j'ai bientôt 26 ans. Donc, voilà, c'est pour vous, c'est gratuit, je suis youtubeur, j'ai quasiment le même âge que Memcho, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et non, je peux pas devenir un idol. Non, malheureusement. Vous voyez ça là? Ça là, personne n'en veut, tu vois. Et personne n'en voudrait. Donc non, c'est trop tard pour moi, je suis désolé, ma carrière elle est morte avant même d'avoir commencé. Ok. Memcho qui est interprété par André Sablé. Et alors, même chose, c'est un cas particulier dans le sens où la comédienne VO a une façon de parler que la VF ne peut pas reproduire. Malgré tout, elle fait ce qu'on lui demande, elle l'interprète comme on lui demande, son timbre de voix est, je trouve, relativement proche de la VO, mais elle n'a juste pas cette manière de parler de Memcho en VO. De toute façon, c'est clair, la VO lui a instauré une manière de parler, ils lui ont certainement dit, qu'elle a un peu un accent du Kansai ou un truc comme ça, tu vois, un accent de Kyoto ou ce que tu veux, peu importe, de quel accent on parle, ça, tu vois, ça serait comme demander à la comédienne de faire un accent du Sud, tu vois. En tout cas, je pense que retranscrire ça en VF, c'est pas possible. Mais, André Sablé, ou Audrey Sablé, je sais pas si je l'ai bien prononcé, fait très largement ce qu'on lui demande, et merci à elle. Abiko, ouais, j'ai choisi Abiko, l'autrice de Tokyo Blade, voilà, qui vient assister aux réunions et qui envoie chier le réalisateur de la pièce de théâtre en lui disant qu'il est un incompétent. Voilà, tout simplement, que ça reflète pas ses personnages, machin, qui est un beau personnage, je trouve, qui a un beau développement, qui évolue, qui est recroquevillée sur elle-même, qui est un peu timide envers les gens qu'elle rencontre, puis elle finit par se dévoiler au fur et à mesure de la série. Elle a quelques interventions, je pense, sur la saison 3, ça aurait été marrant, je pense que ce sera marrant de voir, du coup, Maeva Méline,
que vous connaissez beaucoup, hein, elle a doublé dans plein de trucs, la revoir sur Abiko, même ne serait-ce que pour une phrase, ça serait trop drôle, tu vois, surtout qu'elle a une intervention vraiment très très drôle au début de la S3, donc ça serait marrant, tu vois, j'ai hâte en tout cas de la réentendre, et je trouve qu'elle elle joue très bien la Abiko, autant énervée que la larme aux yeux, que calme à discuter avec comment il s'appelle lui déjà. Le nom du réalisateur ne me reviendra pas, je sais pas. Le réalisateur évidemment de la pièce de théâtre de Tokyo Blade, bien sûr. J'ai le nom sur le bout des doigts, mais ça me reviendra pas. Mais en tout cas, très beau jeu de Maeva Meline sur ce coup-là. Taiki Himekawa, le demi-frère de... oui, parce que oui, au cas où, hein, c'est le demi-frère d'Aqua. Tout simplement. Voilà, ils ont le même père. C'est prouvé, hein, en même temps, il a fait un test ADN. Ils sont compatibles à 99,99%. Donc, c'est son demi-frère du coup, à Aqua, j'en perds mes mots. Sébastien Bourlet, qui le joue en VF. Alors, il parle pas beaucoup. Himekawa Taiki, c'est vrai. Il parle beaucoup plus parce que Himekawa Taiki en dehors de la scène et Himekawa Taiki sur la scène, et on le voit avec Tokyo Blade, ce sont deux personnes complètement différentes. Quand il se plonge, on le voit là au début de la S2, quand il répète avec Kana en tant que héros de Tokyo Blade, et elle en tant que je sais plus quel rôle elle joue, quels sont les noms des personnages du manga de Abiko Sensei, bien sûr. Qu'il s'entraîne et qu'on voit les explosions de couleurs là, les explosions de peinture où lui il a la couleur orange et elle la couleur jaune, et on voit les deux facettes différentes de Taiki selon sa phase de concentration. Tu le vois quand il est plongé dans le truc, il a une barbe de 3 jours et tout, et puis là tu le vois du coup rasé bien comme il faut. Il est d'ailleurs beaucoup plus vieux qu'Aqua, je crois qu'il a la vingtaine passée. Taiki, je crois qu'il doit avoir presque mon âge, je crois il doit avoir lui aussi 24, 25, un truc comme ça je crois dans la série. C'est un personnage aussi bien posé qu'imprévisible quand il monte sur une scène. Donc il porte bien son... En tout cas, il fait bien d'être dans la groupe La La Lai. Hein, il est je crois d'ailleurs qu'il est le porte-étendard de la génération actuelle de La La Lai. Et c'est pas... en dehors d'Akane qui fait bien sûr des très belles choses à La La Lai, hein, bien sûr. Qui fait la fierté de La La Lai. C'est très logique, hein, bien sûr. Mais Taiki n'est pas à lésigner sur son travail. Et c'est un très beau perso, je trouve, qui a, je dirais pas une rédemption, mais quand il se rapproche d'Aqua, je trouve qu'on s'intéresse un peu plus à lui. Mais c'est vrai qu'il aurait mérité un peu plus d'intervention par la suite. Je sais pas, aider son frère ou un truc comme ça, même s'il n'est pas frère direct, mais t'as capté. Voilà, c'était gratuit, je me perds dans mes explications, je traîne. Et on finit par la bestise, la meilleure, parce qu'on ne pouvait pas l'oublier, je ne pouvais pas ne pas parler d'elle. Miyako. Qui de mieux qu'elle pour finir? Je suis navré, mais sans elle, Aqua ne devient pas acteur. Ruby ne relance pas Bikomachi. Il se passe rien en fait sans elle. Elle relance pas Ichigo Prod. C'est la mère adoptive. Elle s'est plus occupée de Aqua et Ruby que Ai. Qui est-ce qui s'occupait de ses enfants quand Ai était en tournée avec Bikomachi? C'est elle. C'est elle, c'est la best. Ça a été plus une mère pour Aqua et Ruby que Ai. Et en plus, elle suit leur carrière, elle a repris les rênes d'Ichigo Prod. La meuf, elle doit mériter un respect éternel. Et je vous dis qu'à chaque fois que tu la vois au bord de l'effondrement, à passer des coups de fil matin, midi et soir, 24 heures sur 24, t'as envie de la prendre dans les bras et de lui dire tout va bien se passer, va te reposer, je prends le relais et tout. Faites en sorte que Miyako s'en sorte, s'il vous plaît. Aidez-la, cette pauvre femme, elle fait tout son possible pour aider ses enfants adoptifs. La meuf, elle se plie en 4 pour tout le monde. Franchement, elle mérite un respect de fou. C'est incroyable comme personnage. Et en VF, elle est interprétée par Laura Préjean, qui joue très bien la maman, qui joue très bien la femme d'affaires, qui joue très bien ce qu'on attend de Miyako, hein, tout simplement, même si elle intervient pas souvent. Quand elle est là, que ce soit en VO ou en VF, elle joue très bien la mère poule, pas tellement, puisque c'est vrai qu'elle donne pas l'impression d'avoir une figure maternelle, mais elle est bien obligée, hein, puisque après le décès de Ai, c'est bien sûr elle qui a recueilli Aqua et Ruby, malgré que Ichigo se soit barré on ne sait où,
clin d'œil, et qu'il l'ait laissée toute seule à gérer tout ce bordel en fait. Hein. Et que toute seule, elle ait relancé la carrière, enfin, elle ait relancé la boîte de prod en fait. Donc encore une fois, je vais y arriver hein, décidément avec la caméra qui est inversée. Elle mérite un respect incroyable ce personnage. Respectez-la. Respectez-la plus. Si vous la respectez déjà, respectez-la plus. S'il vous plaît. Elle mérite un Oscar cette meuf. Et je déconne pas là-dessus. Voilà, merci à tous, on s'arrête là-dessus. Hop, on enlève la photo de Miyako. Ah non, on va la laisser. Allez, on va la laisser, vous savez quoi, parce qu'elle mérite du respect et j'ai envie de la laisser pour l'autre. Merci à tous. Et on se donne rendez-vous le mois prochain. Et il va y avoir un sujet VF intéressant le mois prochain. En plus d'un résumé sympathique, hein, bien sûr. Mais attendez-vous à quelque chose de très sympathique. De toute façon, mon calendrier de vidéo, il est plein jusqu'au mois de juin. Donc, j'ai plein de trucs de prévus. Donc attendez-vous à être servi à l'entrée de l'été. Donc ça va être sympathique. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet VF. Ciao tout le monde. Bye. Respectez Miyako. Je vous vois.